Alors moi j'ai beaucoup de questions qui arrivent sur l'entreposage, en fait, dont on a quand même moins parlé, par mail, anonyme. Comment garantir la surveillance de l'entreposage s'il y a une révolution? Comment peut-on dire que l'entreposage est sûr alors qu'il y a des problèmes avec les piscines de Fukushima? Deux questions un peu différentes. Qu'est-ce qui veut bien répondre là-dessus? Bernard Laponche pour Global Chance. Sur la deuxième partie, la question des piscines, il a raison, c'est-à-dire que les piscines, tous les réacteurs, on a découvert, la plupart des gens ont découvert cette question des piscines justement à cause de l'accident de Fukushima, puisqu'on a dit qu'il y avait des piscines qui étaient des lieux de risque. Mais chaque réacteur français a une piscine à côté, quelquefois d'ailleurs aussi largement au-dessus du sol, comme à Fukushima. Et à La Hague, il y a une piscine qui contient à peu près les combustibles de 100 réacteurs. Donc ça, ce sont des lieux de risque parce que l'entreposage n'est pas sécurisé. Si vous voulez, à partir du moment où vous sortez les combustibles irradiés, ils restent radioactifs. Vous êtes obligé, vous ne pouvez pas les transporter, ils sont trop radioactifs et trop chauds d'ailleurs, donc vous les mettez dans des piscines, des bassins d'eau, mais ils sont radioactifs et dangereux. Et par conséquent, il faudrait que ces piscines, celles des réacteurs et celles de La Hague, soient placées dans des conditions de sécurité bien supérieures, c'est-à-dire pratiquement bunkérisées. Et ça, c'est une question qui commence à être posée par l'ASN pour les réacteurs existants. Donc, c'est pas le même problème que Cigéo, mais c'est le fait qu'on a actuellement un entreposage de combustible irradié, mais qui n'est pas fait dans des conditions correctes. Et donc, dans pas mal de pays, ça sera vu d'ailleurs dans la prochaine session de votre débat, dans un certain nombre de pays, on passe du stockage en piscine à un stockage à sec, justement en subsurface ou bunkérisé, de façon à stocker pendant plus d'une centaine d'années ces combustibles irradiés dans des conditions sécurisées. En France, c'est pour ça que j'ai dit, pour moi, c'était une priorité, c'est de sécuriser les entreposages de combustibles irradiés tels qu'ils existent dans les centrales nucléaires et à La Hague. Alors, il y a une question qui... Je crois qu'on n'a pas répondu à la question. La première. La question peut-être. On sait faire aujourd'hui des entreposages qui sont sûrs. Les entreposages sont contrôlés par l'autorité de sûreté nucléaire au regard de la réglementation. Et donc, on sait mettre du béton, des barrières de confinement autour des déchets pour les entreposer de manière sûre. La question parlait d'une éventuelle révolution. La question elle est très loin. Ce qu'on ne sait pas garantir, c'est cette sûreté sur du très long terme. C'est pour ça que ce que j'ai dit en introduction, c'est que l'entreposage, c'est effectivement une solution opérationnelle et sûre, mais provisoire. On sait très bien, à quelques dizaines d'années, dire on a une stabilité sociale, on peut gérer un entreposage. Maintenant, dire un entreposage, il va être sûr ad vitam aeternam, ça, on ne peut pas le garantir parce qu'on ne sait pas garantir une stabilité sociale. Attention, entre dizaines d'années et vitam aeternam, il y a quelque chose qui se passe. Et je reviens au stockage des faibles activités où vous êtes obligé de surveiller pendant 300 ans. Un stockage à sec en subsurface, c'est très largement 300 ans. Donc, on a cette période-là où, de toute façon, on est obligé de surveiller les déchets. Non, alors là, je ne suis pas d'accord. Un stockage à sec, même en subsurface ou pas en subsurface, on ne sait pas le garantir pour 300 ans. Ça a été, on l'a étudié, ça. En 2006, ça a été présenté. Tous les évaluateurs ont dit une centaine d'années peut-être, mais 300 ans, ça nous paraît complètement improbable. L'ANDRA continue à travailler, puisque nous sommes en charge de la coordination des recherches sur l'entreposage. Nous continuons à travailler avec les exploitants nucléaires pour développer des techniques pour faire des entreposages qui, à chaque fois, sont plus durables. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait faire de mieux, c'est on dit on peut appréhender la centaine d'années, mais 300 ans, on ne sait pas appréhender. Travailler encore un peu. Et bien nous continuons à travailler, figurez-vous, mais ça ne tombe pas comme ça sous sa bonne à cheval. Ceci étant, répondons à la question. Vous avez prononcé le mot de révolution, chère madame. Bon, aucun système d'entreposage ou de stockage n'est garanti contre une révolution. Aujourd'hui, faire un trou de 400 mètres de profondeur, ça ne demande pas une technologie révolutionnaire ou qui n'imagine pas. Donc cette sécurité-là, vis-à-vis de l'agression, on va dire l'agression humaine, personne ne peut le garantir, sauf à l'envoyer dans le magma terrestre. Évidemment, là, c'est plus récupérable par personne. Mais à part ça, ça n'existe pas. De ce point de vue, Cigéo, comme l'entreposage à sec, le retraitement ou le nucléaire en général, vous ne pouvez pas le garantir contre la mauvaise volonté de l'être humain. Tout.
faut le dire quand même. Ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'à 400 mètres sous la terre, on est moins accessible qu'en surface, à 10 mètres, que ce soit en surface ou à 10 mètres. Et donc, de ce côté-là... Géothermie chez vous, 400 mètres, ça coûte pas très cher. Hein. Oui, mais ça se fait, ça prend du temps. C'est pas une agression, comme on peut parler d'une agression révolutionnaire sur une installation nucléaire de surface. Alors, il nous reste moins d'une demi-heure pour ce débat. Vous pouvez encore, bien sûr, nous faire parvenir vos questions. Je rappelle juste l'adresse mail, questions@débatpublic-cigeo.org. On reçoit aussi vos SMS au 32 321 avec comme mot-clé débat au singulier sans accent. Et sur Twitter, c'est bien sûr avec le hashtag CIGEO. J'ai une petite question très technique. On me demande, pouvez-vous caractériser les déchets au cours du temps, production d'oxygène, production de chaleur? Pourra-t-on travailler dans le stockage car les automatismes ne seront pas fiables, nous demande Raymond Chaussin. Qu'est-ce qui peut nous parler de cela? Alors, si c'est dans le stockage, je vais essayer de répondre. Le stockage des déchets radioactifs doit stocker ces déchets qui sont très radioactifs, donc qui ont des propriétés. Ils émettent des rayonnements, certains émettent de l'hydrogène, certains émettent de la chaleur. Et donc, bien évidemment, nous devons concevoir une installation qui les mette en sécurité et qui prennent en compte toutes ces caractéristiques. Donc pour la chaleur, ça va se traduire par exemple par un espacement des colis dans le stockage qui fait que le stockage souterrain va avoir une certaine surface, il va s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés. Pour ce qui est de la production d'hydrogène, il y aura une ventilation en continu. Pour ce qui est de l'irradiation, nous mettons des protections, il va y avoir des épaisseurs d'acier autour des déchets ou de béton qui vont atténuer les rayonnements. Donc tous ces éléments-là sont décrits par l'ANDRA, vont être examinés par l'autorité de sûreté nucléaire et nous ne pourrons être autorisés à construire et exploiter que si nous avons démontré que tous les risques associés aux déchets sont bien maîtrisés. C'est vraiment la condition essentielle pour que le stockage puisse être autorisé. Je voudrais utiliser la question pour essayer Boulis, d'illustrer commissariat à l'énergie atomique. Par une incidente un intérêt de la transmutation pour optimiser le stockage. On a fait une étude justement avec l'ANDRA qui montre que si on transmute un des éléments à Villon, qui s'appelle l'américium, si on le retire des déchets, on peut diminuer par 10 l'émission thermique au bout de quelques siècles de ces déchets. Ce qui conduit, au bout d'un siècle d'ailleurs, ce qui conduit à pouvoir les resserrer dans le stockage et pouvoir diminuer ce qu'on appelle l'emprise du stockage, c'est-à-dire la surface qu'il prend, qu'on le voit de dessus, d'un facteur 10. Donc, je crois que ça illustre bien la capacité à long terme d'optimisation d'un site de stockage avec la transmutation. Diminué par 10, à mettre 10 fois plus de choses dans un même volume. Ça illustre surtout le fait qu'il est un petit peu trop tôt, peut-être, comme le disait Bernard Laponche, pour décider aujourd'hui. On fait CIGEO avec un certain volume potentiel qui excède largement les fameux 43 000 m3 de déchets ultimes que l'on est censé y mettre. Si l'avenir technologique nous permettait de réduire l'emprise de CIGEO, vous croyez qu'on va reboucher des alvéoles qui sont déjà faites puisqu'elles ne sont pas censées servir? Non. Je vais vous rassurer. La décision vient beaucoup trop tôt aujourd'hui. Je veux vous rassurer, Monsieur Brom, c'est que, outre la réversibilité, un grand principe de CIGEO, c'est la progressivité. On ne construit les alvéoles qu'au fur et à mesure du besoin. C'est-à-dire que en 2025, si nous ouvrons le stockage, ça sera 3-4 alvéoles au fond. 10 ans après, il y aura une dizaine d'alvéoles. Et donc, si on a un nouveau procédé qui apparaît, qui permet de réduire les surfaces, le stockage sera tout à fait adaptable. Alors, je vous livre un tweet aussi qui nous arrive, une réaction sur Twitter du réseau des écologistes socialistes pour la sortie des énergies carbonées, qui nous dit « Le stockage en profondeur est justement fait pour l'oublier. Le minerai retourne d'où il vient, la terre, l'uranium y est déjà. » C'est un peu abrupt comme réaction. C'est abrupt et comme je l'ai dit tout à l'heure, le stockage n'est pas fait pour oublier. Personne ne peut raisonnablement souhaiter oublier des déchets dangereux. Et ça, je crois que c'est une question de société et il faut que la société prenne en charge le maintien de la mémoire des déchets. Alors, parmi les autres questions qui nous arrivent, un nouveau tweet plutôt d'abord sur du réseau des écologistes socialistes, toujours 20 G. Alors, je pense que c'est Gigawatts peut-être. Oui. L'acceptabilité sociale garantie par la réversité vaut-elle plus de 100% de ses coûts? Observons le courage suédois. Alors, ce sera le propos d'une de nos prochaines émissions. Ouh là là. Est-ce que la réversibilité vaut le prix qu'on la paye? C'est ça un petit peu la question. Il y a beaucoup de débats là-dessus sur une vraie réversibilité. Je crois qu'on y reviendra dans un futur débat. Moi, je suis convaincu que la réversibilité a une vraie valeur sociétale et technique et que c'est un élément essentiel. Si on nous disait de faire un stockage pour enfouir et refermer tout de suite, je pense que je ne serais pas aussi convaincu que je le suis
que le stockage CIGEO est une solution qu'on peut mettre en œuvre tout de suite. Si on ne pouvait pas revenir en arrière, alors il faudrait se poser la question. Maintenant, ce que nous proposons avec le stockage, c'est une solution supplémentaire pour nos descendants, et cette solution supplémentaire, elle ne peut exister que si elle est réversible. Alors Jean-Marie Braun. Ne jouons pas sur les mots. Oui, voilà. CIGEO est prévu, si j'ai bien compris le projet, pour durer environ 10 000 ans. Assurer la sécurisation des déchets pendant les 10 000 prochaines années. Pendant combien de temps CIGEO sera-t-il réversible ? 10 000 ans ? Non. Non, une centaine d'années. Voilà, commençons à dire qu'est-ce qu'on appelle réversibilité. Et si nos descendants décident de fermer CIGEO, alors, eh bien évidemment, la récupérabilité ne sera plus possible aussi facilement qu'elle l'est comme on le prévoit pour la conception. Mais 100 ans, c'est très long. Ça permet à l'ensemble de la société de se convaincre que cette solution est bonne. Ça permet éventuellement de s'être convaincu qu'il n'y avait pas d'autres technologies qui émergeaient qui permettaient de les prendre en charge. Et surtout, ce qui est important, c'est pas de se poser la question dans 100 ans, c'est de se poser la question en continu pendant toute la durée de l'exploitation du stockage. Et c'est pour ça que l'ANDRA propose qu'il y ait un système de surveillance du stockage associant les riverains, l'État, l'autorité de sûreté nucléaire, qui puissent périodiquement se réinterroger et se demander est-ce que le stockage est toujours la meilleure solution ? Est-ce que la manière dont nous stockons est toujours la meilleure solution ? Ou peut-être faut-il accélérer la fermeture ou au contraire la ralentir ? Et ce travail devra être fait en continu tout au long de l'exploitation du stockage. Alors une question de Annick Goussin sur le site du débat. Pourquoi limiter à 100 ans l'exploitation d'un site de stockage de déchets nucléaires potentiellement dangereux sur une durée estimée à 100 000 ans ? Alors, je continue sur ce thème de la réversibilité. L'exploitation d'une centaine d'années, c'est en gros la durée qu'il faut pour pouvoir mettre en sécurité tous les déchets produits sur le sol français, en imaginant que la production nucléaire se poursuive encore quelques dizaines d'années pour le parc actuel. Donc, c'est la durée d'exploitation. Industriellement parlant, aujourd'hui, nous pouvons garantir qu'on est capable de faire une récupérabilité sur cette échelle de temps. Il appartiendra à nos descendants en 2050, en 2070 ou en 2100 de se reposer la question et de savoir s'ils veulent prolonger la durée de réversibilité pour encore 50 ou 100 ans. Mais aujourd'hui, nous, on ne peut pas signer une récupérabilité pour beaucoup plus que 100 ans parce que industriellement, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Bernard Laponche, vous voulez réagir pour Global Chance ? Je pense que c'est un point important qu'il faut noter. C'est l'engagement, ce que j'ai déjà dit, sur la récupérabilité. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut retirer n'importe lequel des colis qu'on a mis au fond. Deuxièmement, si les plus dangereux, je répète, ne sont mis que dans 50 ans, je pense qu'on a le temps. Troisièmement, je pense qu'il y aura une session particulière sur la question des risques et des accidents, parce qu'en fait, on aura pendant 100 à 120 ans à la fois la construction du stockage, enfin la construction de l'installation, à la fois un entreposage en surface des colis qui arriveront. Donc, chaque colis ne restera pas très longtemps, mais en fait, il y aura un entreposage, c'est-à-dire un entreposage de matières radioactives. Et c'est un entreposage qui sera donc, qui devra être sécurisé et qui sera donc une installation nucléaire de base. Et on aura une installation nucléaire de base, donc avec des matières radioactives, à 500 mètres sous terre. Donc, cette opération-là, pendant 100 à 120 ans, il faut une certaine, j'allais dire arrogance, mais je pense que c'est vrai, de garantir que 2 installations nucléaires de base seront à l'abri de tout accident pendant 120 ans, en particulier pour les questions de ventilation. Mais je pense qu'il y aura une session particulière sur ce point, mais il ne faut pas considérer que tout d'un coup ce truc va fonctionner sans problème et que youpi, on tient la solution. Je pense que c'est une solution qui est extrêmement risquée du point de vue des risques, et que je suis quand même effaré qu'on passe tout de suite. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Attendez, Fabrice Boissier qui réagit. Vous vendiez à l'instant un stockage en surface pour 300 ans sans risque. Les risques qui sont exactement les mêmes dans le stockage CIGEO. L'installation nucléaire de base en surface pour recevoir les déchets, elle sera bien évidemment sécurisée au niveau des meilleures technologies disponibles. Celle-là est pareille que la subsurface. Le stockage à 500 mètres de profondeur, c'est des galeries comme dans un stockage en subsurface. C'est de la ventilation que nous maintiendrons. Nous avons des garanties, nous vérifions qu'il est robuste même en cas d'arrêt de la ventilation. Et la coexistence de travaux et d'opérations de stockage, nous l'avons présenté dans notre projet,
et elles seront strictement séparées physiquement pendant toute l'exploitation. Il n'y aura pas une installation dans laquelle on exploite et on creuse en même temps. Il y aura une installation nucléaire dans laquelle on exploite et à côté, mais séparée physiquement par des murs et de l'argile, une installation dans laquelle on creuse. Et puis périodiquement, on ouvrira, on agrandira l'installation nucléaire. Donc ces questions de risque, elles sont bien évidemment à prendre au sérieux. L'ANDRA s'y attelle depuis de nombreuses années. L'autorité de sûreté nucléaire nous surveille et nous contrôle et n'autorisera le stockage que si ces risques sont bien pris en compte. Mais je peux vous garantir que c'est le plus clair de mes activités, c'est de s'occuper justement de ces risques. J'espère bien, mais les risques. Puisque monsieur est responsable de l'affaire, je ne vais pas l'accuser qu'ils nous disent que c'est bien. Vous m'avez accusé d'arrogance, quand même, à l'instant. Ah non, mais c'est pas vous. On va venir à des questions précises. Le système nucléaire dans son ensemble est arrogant parce qu'il a sans arrêt des certitudes alors qu'il crée des risques irréversibles. Voilà l'arrogance. Alors les risques qu'il faut... voilà. Moi, je ne me pose pas des questions philosophiques. Ce que je sais, qu'il y a des déchets qui sont dangereux, on les a sur les bras, il faut s'en occuper. Et je crée et je conçois une installation capable de gérer les risques. On sait le faire en surface et je peux vous garantir qu'on saura le faire en profondeur. Alors les risques sur lesquels vous interrogez un petit peu les internautes, par exemple Rémi Fassol qui nous demande par mail, j'ai entendu dire qu'il y aurait dégagement de gaz pendant le stockage, est-ce que c'est vrai? J'ai entendu dire aussi qu'il fallait attendre avant d'enfouir les déchets, pourquoi? Oui, qu'est-ce qu'il veut bien répondre? On en a parlé. CIGEO ne pourra commencer à fonctionner que dans une cinquantaine d'années. Donc les déchets existants, ils seront bien stockés. Parce qu'actuellement, on ne peut pas les descendre parce qu'ils ont une radioactivité qui est trop importante. Et il y aura bien évidemment dégagement de gaz, etc. Parce que la nature est comme ça. Et il faudra ventiler CIGEO pendant un certain temps, donc garantir aussi que les ventilateurs vont tenir le coup pendant quelques centaines d'années, sans s'arrêter, c'est un peu dommage. Encore une fois, il y a quelques inexactitudes. CIGEO, nous proposons que CIGEO démarre en 2025, puisqu'il y a des déchets qu'on peut déjà stocker à partir de 2025. Ce sont les premiers déchets de haute activité qui ont été produits il y a presque une cinquantaine d'années. Ce sont les déchets de moyenne activité bilan. Et donc, il y a un plan de charge pour CIGEO de 2025 jusqu'en 2130. Donc, CIGEO pourra commencer à travailler quand il sera autorisé et construit. Je l'ai dit tout à l'heure, certains déchets émettent de l'hydrogène, ça nécessite une ventilation. Ce qu'on vérifie aussi, c'est que même en cas de panne de ventilation, ça n'induit pas un risque pour l'installation. Bernard un petit mot d'explication pourquoi on attend avant de descendre les déchets en profondeur, parce que dans ces déchets, comme je dis, il y a une très grande diversité d'éléments. Il y a des éléments à durée de vie assez courte, de l'ordre de la dizaine d'années, qui émettent beaucoup de chaleur pendant quelques dizaines d'années, et on préfère attendre que cette chaleur ait décru pour mettre ces éléments au stockage et pour qu'ils occupent moins de place ensuite dans le stockage. C'est ça qui fait qu'on attend avant de mettre les éléments au stockage. Alors, Monsieur Boulis, il y a une question à laquelle vous allez certainement aussi pouvoir répondre. Question par mail de Monsieur Renard. Le conditionnement des déchets, achat des déchets haute activité, peut-il encore être significativement amélioré ? Je crois que il faut être humble, et donc tout peut toujours, de mon point de vue, être amélioré, significativement amélioré. Je crois qu'on a quand même la réussi avec des efforts là aussi considérables depuis 50 ans. Les équipes du CEA travaillent sur le conditionnement dans le verre, à un conditionnement qui est reconnu comme un standard international, sur lequel on a essayé, là aussi avec toute l'humilité qui convient, qu'on essaie de prévoir à très long terme, de savoir quel serait son comportement dans le stockage. C'est très difficile de prévoir ce que va être le comportement du verre pendant 100 000 ans. Donc dans nos laboratoires, on essaye d'accélérer le temps, de vérifier à quelle vitesse il va s'éroder, de faire des modèles, et ensuite on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut trouver dans la nature pour nous conforter dans le fait que nos estimations sont bonnes à très long terme. On a trouvé des résidus de verre qui sont tombés de bateaux romains il y a 2000 ans, on regarde à quelle vitesse le verre s'est altéré, on essaye de valider des modèles avec ça. On cherche des modèles sur des roches volcaniques avec des roches qui ressemblent à nos verres pour essayer de consolider nos modèles. On a aujourd'hui une très bonne assurance sur la tenue de notre verre. Je vous disais, c'est à peu près un cheveu tous les 1000 ans en conditions de stockage. Encore, il faut être humble, mais c'est ce qu'on trouve dans nos laboratoires. Alors, on peut certes l'améliorer, mais là encore, je crois que l'amélioration que l'on cherche ne veut pas dire que le résultat qu'on a obtenu aujourd'hui est insatisfaisant. Une question qui s'adresse cette fois-ci à Bernard Laponche, de la part de Guillaume Blavette, un des représentants du CEA. Il dit l'IRSN, mais il n'y a pas d'IRSN parmi nous, donc peut-être fait-il allusion à vous, M. Boulis, parle de la 4e génération des réacteurs, et il voudrait savoir ce que vous, à Global Chance, vous en pensez. Alors il faut expliquer ce que c'est, parce que
C'est appelé un peu à tort la 4e génération, parce qu'en fait, il y a une ambiguïté sur cette histoire de génération. Il y a des générations dans les réacteurs à eau ordinaires, et en fait, le système de réacteurs différent de ces réacteurs à eau ordinaires, qui sont les réacteurs français actuels, ce qu'on appelle des réacteurs à neutrons rapides, c'est-à-dire que les neutrons ne sont pas ralentis dans le cœur, et le modèle en est le surgénérateur. C'est-à-dire il y a eu Rhapsody comme pilote, puis Phoenix, puis Super Phoenix. Et donc le combustible est un mélange d'uranium appauvri et de plutonium. C'est là qu'on utilise le plutonium qui est issu du retraitement. Et ces réacteurs sont refroidis avec du sodium. Alors, la propriété, je dirais, intéressante, c'est que dans ce réacteur est aussi produit du plutonium, et que le bilan à la fin, si on retraite les combustibles de ce réacteur, c'est quand même assez compliqué. On recueille un peu plus de plutonium que ce qu'on a mis. D'où l'idée de surgénérateur et du fait qu'on a donc des réserves pour de très longues périodes. Il faut quand même bien comprendre que dans le temps, tout ça est assez long. C'est-à-dire il faut des surgénérateurs qui produisent du plutonium, puis on retraite, puis on produit des surgénérateurs. Enfin, tout ça n'est pas rapide. Mais l'inconvénient, le pire, si je puis dire, c'est d'une part l'utilisation comme combustible du plutonium, qui est le corps le plus dangereux que l'on connaisse, et que donc on crée une espèce d'industrie du plutonium, si vous voulez, qui, si se généralise au niveau mondial, est une industrie à risque très importante, en particulier avec le lien avec le militaire, puisque le plutonium est un produit de prolifération. On fait une bombe avec quelques kilos. Et deuxièmement, le refroidisseur avec le sodium, on l'a bien vu avec surgénérateur, qui est un produit dangereux puisqu'il s'enflamme à l'air et explose à l'eau. Et donc, et en plus, il y a des risques de criticité qui n'existent pas dans les réacteurs à eau. Donc, si la 4e génération, c'est la reproduction de ce type de réacteur, nous, on considère que c'est quand même une filière extrêmement dangereuse à beaucoup de points de vue. Au commissariat à l'énergie atomique, on travaille beaucoup justement à essayer de préparer une 4e génération qui soit la meilleure possible si on décide de la déployer. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut bien voir. Le plutonium n'apparaît pas avec les systèmes de 4e génération. Le plutonium est produit par les réacteurs d'aujourd'hui. Les systèmes de 4e génération permettront de l'utiliser. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. On pourra en faire quelque chose. Aujourd'hui, il a été évoqué le fait qu'on met de côté dans les MOX fusées du plutonium. Avec les systèmes de 4e génération, on pourra choisir de faire des surgénérateurs, de faire des isogénérateurs. On pourra même, le jour où on décidera d'arrêter le nucléaire, de faire des brûleurs de plutonium avec ces réacteurs rapides qui réduisent l'inventaire à quasiment zéro. Et pour illustrer quand même le très grand intérêt de ces réacteurs dans la perspective où le nucléaire se développerait, quelques chiffres quand même. Aujourd'hui, les réacteurs à eau utilisent moins de 1% de l'uranium qu'on va chercher dans les mines. Le reste n'est pas utilisé. Avec ces réacteurs, on pourrait utiliser théoriquement 100%. Donc on multiplie par plus de 100 l'énergie qu'on peut tirer d'un même gramme de plutonium. Et donc ça ouvre des perspectives énormes au niveau des ressources. Si on regarde les ressources aujourd'hui identifiées dans le monde, conventionnelles identifiées de pétrole, de gaz, d'uranium, etc., on convertit tout ça en tonnes équivalent pétrole, c'est ce qu'on fait. Le nucléaire, avec les réacteurs d'aujourd'hui, il représente un peu moins de 10% du total des ressources énergétiques. Si on utilisait ces réacteurs, c'est 90%, plus que le pétrole, le gaz, le charbon réunis. C'est énorme. Et donc, avant d'abandonner tout ça, je crois qu'il faut y réfléchir à deux fois. Je ne me prononce pas, mais je pense que ça mérite de réfléchir. Deuxième intérêt de ces réacteurs, ils produisent moins de déchets à vie longue. La première façon de transmuter des éléments à vie longue, c'est de ne pas les produire. Enfin, ça paraît... Oui. Et ces réacteurs en produisent moins. Donc, c'est la première chose qu'on doit chercher à faire. À partir du plutonium, vous le mettez dans un réacteur de 4e génération, il ne va pas donner ces fameuses actines mineures qu'aujourd'hui on essaie de trouver. Et si jamais ça ne suffit pas, on pourra transmuter. Donc, je crois qu'ils offrent toute une palette de possibilités. Et du point de vue du CEA, encore une fois, sans vouloir faire la promotion de ces réacteurs, des décisions qui ne nous appartiennent pas, on essaye de les développer pour que si on décide de poursuivre le nucléaire dans la durée, on puisse avoir des solutions les meilleures possibles. Et Jean-Marie Brom, vous voulez répondre ? Je crois que dans ce cadre-là, c'est pas le fait de chercher une nouvelle solution de 4e génération ou autre qui est embêtante, c'est le fait qu'on ne cherche pas autre chose en même temps. Nous avons quand même des moyens limités au niveau de la recherche
en France ou dans le monde, on met un petit peu ces œufs dans le même panier. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que ce sont des projets qui sont à long terme, dont on évalue toutes les réponses qu'ils pourraient apporter aux problèmes d'aujourd'hui, mais on n'évalue pas les problèmes qu'ils pourraient causer. Les déchets qu'ils produiraient sont probablement, si on ne retraite pas, plus dangereux que les déchets qu'on produit aujourd'hui. Ça, on n'en tient pas compte. On a toujours un avenir qui est de plus en plus rose. Et la meilleure garantie que cet avenir existera, c'est-à-dire qu'il sera finalement nucléaire, c'est ce qu'ont dit aujourd'hui les politiques. On a déjà dépensé tellement d'argent dedans qu'on ne peut plus revenir en arrière. On s'enferme. L'histoire de dire « et si on prolongeait le nucléaire ?» Non. Ce système, génération 4, 5, qui est antinomique avec un ITER, par exemple, si on dit « on fait ITER qui résout tous les problèmes à la fin du siècle », pourquoi faudrait faire une génération 4 qui ne commencerait à être opérable qu'en 2060 ou 2070 ? Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Donc, il y a quand même une volonté qui n'est plus une volonté technique, qui n'est plus une volonté financière, qui n'est plus une volonté sociale, mais qui est une volonté politique aujourd'hui, qui est de dire, quoi qu'il en soit, l'avenir doit être nucléaire. Et ça, c'est très difficile. Moi, je crois je crois simplement, pour dire ITER, je crois que le problème de l'accès à l'énergie est tellement important, tellement crucial dans le monde, qu'aujourd'hui, au niveau de la recherche, négliger une possibilité qui paraîtrait intéressante, c'est quelque chose, à mon sens, qui serait une faute. Et donc, chercher, c'est ce que fait le CEA, je crois qu'il est engagé dans ITER, il est engagé à STM 4e génération. On ne sait pas quand tout ça débouchera, quelles seront les décisions, mais je crois qu'il est très important de chercher dans diverses directions. Je ne voudrais pas revenir sur les mérites ou les avantages et inconvénients de la génération 4. La seule chose que je peux rappeler pour nous ramener un peu à notre débat, c'est que quelle que soit la solution de production d'énergie à partir du nucléaire qu'on aura, on produira des déchets et il faudra les prendre en charge. Et ça, je crois que tout le monde s'accordera pour le dire. Alors, j'ai une dernière question. Bernard Laponche, je vous répondais, puis j'ai une dernière question avant de conclure pour Fabrice Boissy. Bernard Laponche, je vous écoute. Justement, si, quel que soit le nucléaire qu'on fasse, on produira des déchets, c'est une bonne raison pour avoir un peu plus de recherche. En France, les moyens de recherche sur le nucléaire sont sans comparaison par rapport aux autres. On a quand même des sources d'énergie dont le caractère nocif irréversible est quand même nettement plus faible. Je parle des énergies renouvelables. Et là, on met peu le paquet, à la fois sur la recherche et à la fois sur la mise en œuvre. Et donc, il y a quand même une politique alternative, peut-être qui n'est pas le sujet du projet CIGEO, mais qui s'inscrit quand même dans cette discussion, c'est que avec des économies d'électricité et des énergies renouvelables, on peut sinon supprimer, je pense que oui, mais sinon supprimer, en tout cas réduire considérablement la quantité de déchets. Or, tout ce que l'on nous propose là, c'est de perpétuer cette production de déchets. Et je crois qu'il y a vraiment un problème de fond, c'est-à-dire est-ce que les citoyens sont d'accord de continuer à soutenir de façon très majoritaire, presque exclusive dans la production d'électricité, quelque chose qui va continuer à produire sans arrêt des déchets et sans qu'on en connaisse les risques de façon précise. Une dernière question. Non, je n'arriverai pas à poser ma dernière question. Le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et je crois que ça illustre mon propos qu'il faut chercher tous azimuts. Une dernière question qui va être une question d'argent. Il a peu été question d'argent pendant ce débat. François Vallée nous demande par mail qui peut nous garantir que le financement de l'ANDRA sera garanti pendant 100 ans pour maintenir la potentialité de la réversibilité et de la sécurité en même temps. Une réponse la plus courte possible. Je vais essayer de faire court. La loi du 28 juin 2006 impose aux producteurs de déchets radioactifs, Areva, le CEA et EDF, de provisionner dès aujourd'hui les sommes pour la gestion de leurs déchets et de les mettre en un lieu sécurisé permettant qu'ils soient disponibles le moment venu. Tout ceci est contrôlé par une commission de l'État et donc il y a un système, je pense, on ne peut plus rigoureux pour garantir la disponibilité de ces sommes. Ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est que, en conclusion, je crois que tout ce qu'on a dit aujourd'hui montre qu'on n'a aucune garantie, personne ne peut garantir qu'on trouvera une solution miracle pour faire disparaître les déchets. Et donc, le stockage réversible qui est aujourd'hui porté par l'ANDRA sur la demande du Parlement et la garantie qu'on peut donner à nos enfants, nos petits-enfants, qu'ils aient au moins une solution permettant de les mettre à l'abri du danger des déchets radioactifs.
Je vous remercie beaucoup tous. Vous reviendrez à notre débat, Monsieur Laponche. C'est une conclusion temporaire d'un de nos débats, puisque d'un des débatteurs et d'un des débats, parce qu'il me reste à vous signaler qu'il y a encore plusieurs débats à suivre. Je vais, après vous avoir remercié à tous de votre participation, vous signaler que le prochain débat, qui sera lui consacré aux expériences internationales, se tiendra exceptionnellement lundi prochain, le 23 septembre à 19h, toujours accessible sur le site de la commission particulière du débat public. C'est un débat qui sera plus long, il durera jusqu'à 21h car nous aurons de nombreux invités qui nous viennent de plusieurs pays pour voir et confronter ensemble les expériences et les choix de plusieurs puissances nucléaires. Claude Bernet, président de la CPDP, voulez nous en dire un mot de ce prochain débat ? Oui, nous avons invité, et ils ont accepté de venir, des responsables des États-Unis, du Canada, de la Suède et de la Finlande, qui sont des pays européens qui ont une expérience tout à fait importante, ainsi d'ailleurs que quelqu'un qui représentera l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc nous avons pensé que nous ferions une réunion un petit peu plus longue, puisque bien entendu il y aura comme aujourd'hui des experts français qui auront à cœur d'apporter la contradiction dans tout ça. Et puis un dernier point pratique mais important à vous signaler, étant donné, vous le disiez, le nombre de nos invités pour cette prochaine émission. Il ne va pas nous être possible de faire jouer la même instantanéité dans le dialogue. Alors nous vous demandons de poster vos questions sur toute la question des expériences internationales dès que possible sur l'adresse mail, par exemple, que je vous rappelle, questions@débatpublic-cigeo.org, et puis aussi par SMS au 32 321 avec comme mot-clé débat au singulier et sans accent. Merci à tous de votre participation et de votre écoute. À lundi prochain, 19h.